Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous travaillons tous, tout l'ensemble humain, sans le savoir, à conduire l'humanité vers sa perfection. De génération en génération, on travaille, on donne l'entièreté de notre existence à cette œuvre. C'est l'œuvre majeure, en fait, c'est celle qui est pérenne. L'humanité, on appartient avant tout à l'humanité. On appartient à des groupes particuliers. On peut appartenir à une communauté, à un pays, à une nation, à un village, etc. Mais tout ça, c'est fluctuant. Ce village, peut-être que dans 200 ans, ça existera plus sous cette forme-là. Il y a 1000 ans en arrière, ce village, il n'était peut-être pas comme ça, etc. Ou 10 000 ans en arrière. Donc, ce qui est pérenne, ce qui justifie en fait le fait de notre présence au monde, c'est l'humanité. On travaille pour l'humanité. Voilà. Donc, on conduit l'humanité à sa perfection. Cette perfection, c'est la paix universelle, un fonctionnement universel, un fonctionnement, enfin, un paradis, quoi. Voilà, tel qu'on peut l'imaginer, comme on peut. Je pense qu'on est 8 milliards actuellement sur la planète, pratiquement. Je pense que chacun a une idée à peu près équivalente de ce que c'est que le paradis, globalement. Hein. Voilà, si la majorité humaine va parler de paix universelle, de paix, je sais pas, enfin, bref, voilà, on peut comprendre ce que c'est que le paradis. Et on va vers un paradis universel. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie soit sur des ouvrages comme le dernier, j'ai travaillé sur la dernière vidéo sur les grands initiés, un livre d'Édouard Churet. Et là, je reprends l'écoute avec philosophie sur le manifeste du surréalisme, qui a 100 ans maintenant. Et voilà, c'est la deuxième vidéo à ce sujet, et c'est l'influence de la guerre dans le surréalisme. Donc je reprends l'écoute et en même temps je commente si je sens que je peux le faire. Terrible de la langue qui est celle de Rimbaud, et puis l'Autréamont, alors qui est véritablement la grandonne, qui est comme le fantomas littéraire qui plane sur la naissance du surréalisme, que Breton est allé recopier à la main à la Bibliothèque nationale, le seul exemplaire existant, pour ensuite avoir en moins cette Bible noire qui leur permet. Donc Apollinaire est un personnage absolument formidable, effectivement, le frisson nouveau. L'initiateur, sans doute, qui nous offre du surréalisme. Nouveaux, cette idée d'avoir des nouveaux territoires à la fois esthétiques, éthiques et existentiels à défricher. Mais en même temps, effectivement, il y a cette espèce de louvoiement et de repli d'Apollinaire sur des positions patriotiques plus traditionnelles. Alors eux incarnent la garde montante et ils veulent évidemment donner l'assaut, pour garder une métaphore militaire. Le patriotisme d'Apollinaire, c'était aussi, il a vécu la guerre, et puis il était d'origine étrangère, et donc je pense que c'est une réaction normale. Moi, je l'ai vu chez mes parents, et puis même chez moi-même, d'immigration italienne. Le fait d'avoir été accueilli dans ce pays, on a une sorte de reconnaissance. Ça, c'est dans la mesure où on est accueilli correctement, comme le furent mes parents, par exemple. Mais évidemment que si on est accueilli avec mauvaise volonté, avec critique, avec racisme, comme c'est le cas, je pense maintenant, des étrangers qui arrivent en France, par réaction, on va
on va se réfugier dans le clan, dans notre groupe. On ne veut pas rentrer on ne veut pas s'assimiler correctement parce que on se sent mal aimé. Hein, et c'est une réaction tout à fait normale. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu dans de nombreux pays des ghettos. En fait, le ghetto, c'est pas les hommes qui veulent aller se mettre dans un ghetto. C'est ce qu'ils ressentent de l'extérieur qui fait que ils se sentent protégés, ils se sentent voilà, ils ont besoin de se retrouver, de trouver un peu d'amour qu'ils ne trouvent pas à l'extérieur, de le trouver dans leur groupe, dans leur clan, dans leur communauté. Donc et ça, à mon sens, c'est à méditer parce que on reporte en plus, non seulement il y a du racisme envers les étrangers, mais en plus on leur fait porter le poids du communautarisme, de s'isoler. Donc c'est une double peine, c'est en fait une tentative de castration. Voilà, quoi que tu fasses, tu me conviendras jamais. Voilà, ce que tu fais, ça me conviendra jamais et je prendrai appui sur ce que tu fais pour te maltraiter. Donc voilà, alors Apollinaire a fait son temps, on pourrait presque dire ça, il meurt en 1918, et donc d'une certaine manière, il a largement rempli la mission qui lui était confiée. Et il meurt en disant, j'ai lu un petit passage d'un de ses ouvrages, et il était écrit qu'il a attrapé la fièvre ou quelque chose comme ça, et ses dernières paroles, c'était pour le médecin en lui disant « Sauvez-moi, docteur, j'ai encore des choses à faire ». Ben évidemment, il avait 35 ans, voilà, c'est... Les surréalistes sont là après pour reprendre en main tout cela et repartir. Alors ces trois personnages, Louis Aragon, Philippe Soupeau et du coup j'ai oublié le troisième là, dans l'émotion, Breton, qui est le centre en même temps, donc c'est très troublant. Je voudrais savoir, Clarisse Barthélémy, qui ils sont en 1919, donc bien après la mort d'Apollinaire. Est-ce qu'ils ont des amis dans l'édition? Est-ce qu'ils connaissent déjà Jean Paulhan, sur lequel vous avez beaucoup travaillé? Qui sont-ils dans le milieu littéraire français? Personne encore? Alors, en 1919, ils sont en train de devenir quelqu'un, si je puis dire, enfin, si on peut singulariser. Mais attention, Jean Paulhan lui-même n'est pas encore tout à fait le grand homme de la NRF qu'il va devenir petit à petit. Qui est-il? Alors, Jean Paulhan, c'est d'abord un auteur qui intéresse beaucoup ces jeunes gens à cette époque-là, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a écrit un petit récit sur la guerre qui s'intitule « Le guerrier appliqué », qui a beaucoup circulé parmi cette jeunesse, chez Adrienne Monnier aussi, rue de l'Odéon, que Breton a fait lire à Apollinaire. Et il a également écrit toute une littérature de nature psychologique. Il est l'un des premiers à s'intéresser aux travaux sur la psychanalyse de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. On n'en parle pas beaucoup de Jean Paulhan, en fait. Et ça, ce sont des choses qui interpellent ces jeunes gens, d'autant plus qu'il écrit beaucoup d'articles concernant le langage. Donc ce sont des sujets qui les rassemblent. Voilà. Et donc en 1919, pour revenir à nos trois mousquetaires, on les a appelés comme ça, hein? Oui, c'est comme ça que Paul Valéry les avait surnommés. En 1919, effectivement, ils sont libérés, entre guillemets, de l'autorité d'Apollinaire, et ils ont rencontré Tristan Tzara et le mouvement Dada. Ils participent au mouvement Dada, ils se disent Dada, et ils fondent une revue qu'ils intitulent Littérature sur une suggestion de Paul Valéry, évidemment un titre qui est à prendre de manière ironique. Nous avons fondé, Aragon, Breton et moi, la revue Littérature avec une grande bonne foi. Nous avons voulu essayer, si vous voulez, d'établir un lien entre les gens qui nous avaient influencés et nous-mêmes. Il faut dire que nous étions extrêmement révoltés.
Max Favelier, vous êtes trop jeune pour vous rappeler de cette époque, mais enfin, c'était les littérateurs du territoire, c'était Barrès, c'était Bourget, c'était des gens insensés qui nous vantaient la guerre, alors que nous la subissions, que nous l'avions vécue, et que brusquement, ces gens voulaient reprendre leur bourrage de crâne, et qu'il n'y avait qu'un seul moyen de se débarrasser de ces gens, c'était de se révolter, de faire table rase. Le surréalisme a commencé avec la publication des champs magnétiques. André Breton et moi, nous avons choisi, si vous voulez, cette espèce de méthode, si on peut appeler ça une méthode, que les psychiatres, et notamment un grand psychiatre un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Janet, appelaient l'écriture automatique, et qu'on aurait aussi bien pu appeler le rêve éveillé. Donc, on peut, si vous voulez, dater la naissance. Pierre Janet, si je ne me trompe pas, parce que il est sur mon site mécaniqueuniverselle.net, il a étudié des cas d'extase. Et il a écrit des livres sur ce sujet. Et c'est vraiment très, très intéressant pour avoir vécu un cas d'extase, une expérience extatique au tout début de la mécanique universelle, quelques mois après avoir écrit la base de cette théorie que je développe là, selon laquelle l'humanité va vers sa perfection. Donc, je suis tombé dans cet état d'extase, je ne savais pas du tout ce qui se passait, j'ai vécu ça pendant une semaine dans cet état et j'ai pris conscience plus tard, en me souvenant de ce moment-là, j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai compris que c'était un état extatique en fait, et j'ai cherché un peu, à l'époque il n'y avait pas Internet, Wikipédia, etc. Donc j'ai trouvé à la bibliothèque de la ville où j'habitais à l'époque, un livre de Janet et j'avais justement relevé des passages comme ça. Donc, c'est intéressant parce que là, à ce moment-là, les psychologues, ils étaient vraiment en lien avec la philosophie, avec la pensée, avec la créativité, avec l'art. Et on le retrouve dans tous les médecins qui ont accompagné les mouvements, le cubisme, le surréalisme, etc. C'est vraiment très intéressant, ça. Surréalisme en 1919, c'est-à-dire très peu de temps après la mort d'Apollinaire. C'est une archive de Philippe Soupeau que vous venez d'entendre sur l'ORTF le 30 septembre 1966, racontant donc cette période 1919-1920 et les débuts de la revue littérature et l'ouvrage Champs magnétiques écrit avec Breton en 1920. Je voudrais comprendre mieux le lien entre les deux mots essentiels là, de ce propos, Laurence Campa, révolte et méthode. La méthode de la révolte, c'est l'écriture automatique. Vous pourriez nous expliquer cette démarche ? La révolte, c'est pas du tout le chaos, c'est pas le désordre. Au contraire, il peut y avoir une méthode de la révolte. Je pense que vous en parlerez demain aussi à propos de la révolution. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, et ça vient aussi de leurs études, de leurs expériences diverses dans les hôpitaux psychiatriques, etc., de comprendre le fonctionnement réel de la pensée. Alors, bien sûr que le mouvement surréaliste, c'est une révolte contre la guerre. Et ce qui est très étonnant, bon, en fait, ils y étaient déjà en pleine guerre, en fin de guerre, dans les moments de la guerre, ces jeunes créateurs. Alors, j'aimerais savoir où est la création actuellement. Il doit y avoir un underground qui travaille, qui est dans un courant similaire aujourd'hui, qui se révolte face à l'Occident qui est absolument bagarreur, qui est absolument voilà, qui cherche encore à dominer ce qui n'est plus dominable, en somme, hein.
puisqu'on a changé de monde. On n'est plus dans un monde où on pourra coloniser, même post-coloniser, même trouver des astuces pour coloniser en biais, etc. Ça, ce monde-là, il est fini, même s'il va durer. Il y a une rémanence dans l'évolution. Ça peut durer quelques décennies, mais en réalité, on est à la fin de ce processus. Et où sont les révoltés de maintenant? C'est ça qui est étonnant. Comment le système a étouffé ces révoltés-là? Où sont-ils? Peut-être ils existent, mais ils sont dans l'underground qu'on ne connaît pas. Et c'est le principe de l'underground. Ils viennent, on le révèle après. Donc pas d'écriture poétique, etc. Donc on va mettre en place justement l'automatisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écrire sans sujet. Sans sujet, c'est-à-dire sans sujet comme quand on donne un sujet de rédaction, donc on n'a pas de sujet préconçu, mais sans sujet au sens où on met en suspens, on va dire, sa subjectivité, ou plus exactement, ça, c'est super intéressant. On la laisse, on lui donne libre cours, on la laisse en roue libre en fait, et ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le moi qui contrôle ce qui est écrit, et donc on écrit exactement comme ça vient en fait. Et là, on retrouve en philosophie, je pense que c'est presque à cette période-là, ou juste un peu après, le travail de Husserl par exemple, c'est-à-dire l'époquer, le fait de mettre en suspens son moi, son ego, pour comprendre le monde. Voilà. Parce qu'en fait, on enlève du subjectif. Si je vois le monde et si je le vois à travers mon ego, ben je vais dire c'est beau, tiens, il y a des fleurs là-bas, c'est beau. Mais en fait, c'est autre chose. C'est des fleurs et c'est moi qui les vois belles, mais c'est autre chose qui doit être dit. Et puis voilà, la subjectivité, on sait ce que c'est. Donc pour aller vers la vérité, c'était enlever justement ce truc. Donc il y a une réflexion super intéressante là derrière déjà à cette époque. Sans se demander si ça va être beau. Donc c'est la fin aussi de l'idée d'écrire bellement, c'est ça la révolte aussi, c'est la fin d'une forme d'académisme qui avait déjà eu lieu avant, mais on ne cherche pas à être beau. Ça, c'est aussi une leçon de Marcel Duchamp, par exemple. Voilà. Pas... Et ça, c'est génial. Et Duchamp, c'est excellent le travail qu'il a fait, le peintre Duchamp, Marcel Duchamp. C'est incroyable. Et bon, moi, c'est mon point de vue vis-à-vis de la mécanique universelle ou même de ces vidéos que je fais. Alors, je cherche pas l'esthétique, la beauté, le littéraire, etc. Mais tout simplement parce que j'en ai pas les moyens d'abord. C'est la première chose. Mais même, je pense que si j'en avais les moyens, je tâcherais de faire quelque chose qui soit au ras des pâquerettes, le plus naïf possible, le plus simple possible, le plus simpliste. Et ça me fait penser à quelque chose, et bien justement, quand je lisais Apollinaire tout à l'heure, donc son ouvrage de poésie, c'était complexe, c'était compliqué, les mots étaient compliqués, il y a des poésies qui sont assez simples à entendre, hein, bien sûr, mais il y a des poésies, les mots sont vraiment, c'est vraiment encore de la poésie complexe, et on peut plus lire ça. Alors que quelque chose qui serait écrit à la même époque de façon absolument simple, je ne sais pas si c'est pas le cas justement de Proust. Je sais pas si c'est pas. Je pense que Proust c'est simple, même s'il y a des descriptions et que maintenant c'est devenu très très complexe de lire ça. Mais qu'est-ce qui a été écrit à cette époque-là et qui aujourd'hui un jeune qui s'intéresse pas à la littérature, qui fait pas d'études littéraires et qui pourrait lire et qui correspondrait à son moment. Ça, c'est ce qui me paraît intéressant, c'est-à-dire quelque chose qui reste, qui dure. Et on sait très bien que la façon dont c'est écrit aujourd'hui, même les écrivains actuels, je ne sais pas qui, mais bon, les écrivains qui écrivent de façon très simple actuellement, eh ben dans 50 ans, dans 60 ans,
on sera sans doute arrivé à quelque chose d'encore plus simple ou d'encore différent qui, je ne sais pas ce qui va être, mais ça sera vieillot. Voilà, alors comment rester lisible longtemps? Ça, toute la question est là. Et donc, je parlais de Husserl est assez lisible, curieusement, dans ces... Mais il y a des écrivains qui sont lisibles encore 300-400 ans après. Ben, c'est le cas de Jean-Jacques Rousseau, c'est le cas de Pascal, c'est le cas d'écrivains comme ça. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est pas un bien? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est important de voir cette chose-là. Je vais arrêter là pour cette vidéo, parce qu'elle fait déjà 20 minutes et je ne sais pas comment faire des vidéos courtes, je suis désolé. Donc voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner. C'est gratuit tout ça. Envoyez le lien à vos amis. Laissez des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site et allez visiter le site Mécanique Universelle, il y a toujours un lien sous les vidéos et c'est le site où j'ai écrit toute cette théorie il y a 25 ans maintenant. Merci de votre écoute et puis à très bientôt.